Il y avait sans aucun doute une part d'honneur à honorer mon grand-père et à le rendre fier en participant à ce prix qui a constitué une part importante de son œuvre et j'espère sincèrement avoir été à la hauteur. Les legs privés de la défunte reine sont régis par des règles opérationnelles qui interdisent les ventes pures et simples, la commercialisation unilatérale et la mise sous tutelle formelle dans des conditions qui privilégient la préservation de l'histoire de la culture et de la continuité familiale. Les Sussex ont publiquement laissé entendre et dans certains cas ont déclaré aux créanciers qu'ils prévoyaient d'avoir accès aux biens royaux dans le cadre de l'héritage post-Élisabeth. Ces actions coïncident avec une vague de vidéos sur Internet et d'articles dans la presse à sensation qui véhiculent un récit uniforme. Parallèlement, une autre information a révélé une réalité bien différente. Les avocats du prince Edward affirment que plusieurs biens que le roi considérait comme disponibles étaient en réalité nommément destinés à Edward dans le testament de la défunte reine. Les actifs mentionnés dans les articles de presse, décrits comme un domaine privé et non Balmoral ou Sandringham, une partie d'une collection personnelle et des comptes d'investissement au nom de la défunte reine, sont fréquemment cités sur les réseaux sociaux et dans plusieurs vidéos, bien que les porte-paroles du palais n'aient publié aucun inventaire officiel ni aucun document judiciaire pour confirmer ces informations. Le cadre administratif et juridique est important. Le 8 septembre 2022, la reine Elisabeth II est décédée. Par souci de discrétion et de continuité, la famille a respecté une tradition de longue date consistant à sceller de nombreux testaments royaux et documents relatifs à la succession. La gestion du domaine du défunt duc constitue un précédent de secret prolongé. Et cette pratique rend plus difficile la diffusion rapide d'inventaires de biens sur les réseaux sociaux. La distinction publique entre biens de la couronne possession du duché et biens personnels de la reine est subtile et facilement mal interprétée en dehors des contextes juridiques. Parallèlement, la prise en charge des responsabilités souveraines par le roi Charles III a inclus la gestion de certaines demeures et revenus liés à la couronne ou au domaine privé. Depuis que ces allégations sur Internet ont commencé à gagner en popularité, le prince William a pris des mesures tactiques et selon ses conseillers essentiels. Il a donné instruction au bureau chargé des biens privés de gérer certains legs sous forme de fiducie de tutelle et d'usufruit plutôt que comme des biens à vendre. Cela signifie que tous les bénéficiaires désignés dans le testament, y compris Edward, Lady Louise et les autres, conservent des droits relatifs à la préservation du patrimoine familial, à la résidence et à l'usage du bien pour leurs obligations officielles et familiales, à leurs devoirs de gestion et à un accès contrôlé aux fonds destinés à leur entretien. De plus, le conseil de tutelle et les membres les plus anciens de la même lignée successorale et des lignées supérieures doivent donner leur accord avant qu'un bénéficiaire puisse vendre le bien immobilier concerné à des fins personnelles. Si ces réglementations étaient de mise en application, toute allégation d'un créancier selon laquelle un bénéficiaire pourrait vendre des biens ayant appartenu à la famille royale pour rembourser des dettes personnelles serait réfutée. L'affaire Sussex s'en trouve immédiatement affectée. Le projet de Meghan Markle de réduire certaines dettes grâce à l'aide de soutiens influents a été évoqué publiquement le 26 avril. L'importance pratique de ces assurances pour les créanciers est considérablement réduite si les biens qu'elle et Harry étaient censés posséder sont en réalité soumis à des restrictions de disposition. Un calcul différent s'applique désormais aux créanciers qui comptaient auparavant sur des créances relatives aux actifs royaux convertibles. Ils peuvent disposer d'un recours contractuel contre le couple individuellement, mais n'ont pas de voie directe pour recouvrer la valeur des actifs familiaux soumis à restriction ou des biens placés dans une fiducie testamentaire. Ce récit met également à l'épreuve la transparence institutionnelle. Tandis que l'équipe de William s'efforce de garantir que la gestion quotidienne, notamment le financement de la conservation et des rénovations prévues, soit assurée par les mécanismes existants tels que la liste civile et les duchés, plutôt que d'être réorientés ou détournés, les juristes du palais établiraient un registre privé des éléments concernés et des modalités de fonctionnement associées à chacun. Des questions pertinentes se posent alors. D'où proviennent les fonds pour les réparations importantes? Quel est le budget alloué aux rénovations? Qui approuve les échéanciers et les entreprises? Plus important encore, qui autorise l'utilisation de biens cérémoniels à des fins commerciales? Ces réponses procédurales détermineront si l'incident actuel se transformera en un bref regain de popularité pour l'institution ou en un long fardeau juridique. L'affirmation juridique claire, rapportée sur certains sites selon laquelle une partie des biens que le roi avait pris en main aurait été léguée spécifiquement à Édouard, complique la situation. Si elle s'avère exacte, cette affirmation éclaire la position publique récente d'Édouard. Ses conseillers juridiques lui ont recommandé d'insister sur la formulation du testament. Mais il a également accepté ses responsabilités avec discrétion et réflexion, le 10 mars.
2023, Edward a été intronisé duc d'Édimbourg, ce qui lui confère un statut officiel et une fonction institutionnelle qui s'accordent parfaitement avec ses responsabilités de tuteur sur certains biens familiaux et collections privées. William et les avocats du palais s'appuient sur la note de ses avocats reproduite dans des vidéos explicatives pour plaider en faveur d'une gestion ordonnée et non commerciale des biens qui lui ont été légués. Pour la famille, la frontière entre obligations privées et devoirs publics s'estompe. L'idée d'un simple héritage permettant de régler des dettes personnelles disparaît si les biens sont placés sous séquestre et inaliénables. Conséquence immédiate, une pression accrue sur Harry et Meghan, déjà soumis depuis des années à l'attention du public et à des soucis financiers personnels. Les créanciers examineront les engagements contractuels et toute déclaration publique annonçant des héritages monétisables imminents. Cette pression pourrait révéler des accords de règlement auparavant confidentiels, exiger une reddition de comptes publics sur les personnes ayant autorisé quoi et à quel moment, et inciter à un examen des choix antérieurs concernant les sources de revenus provenant des biens ou des investissements de Queens. L'inventaire est susceptible d'évoluer. La liste des biens en circulation comprend un patrimoine privé, une partie d'une collection et des fonds d'investissement. Toutefois, le statut juridique de chaque bien est différent. Certains peuvent déjà être soumis à des dispositions fiduciaires, exigeant le consentement de plusieurs parties avant leur vente. D'autres peuvent avoir été légués spécifiquement à des personnes ayant des droits précis en tant que bénéficiaires. La rapidité avec laquelle les créanciers et les critiques pourront transformer leurs conjectures en réalité dépendra de la prochaine décision du palais, publier un communiqué privé pour mettre fin aux rumeurs ou laisser les procédures judiciaires en cours trancher les litiges. Le rôle de Sophie prend également de l'importance dans cette affaire. Des sources bien informées ont décrit la duchesse Sophie comme une figure stabilisatrice qui a encouragé Édouard à faire valoir ses droits et à assumer ses responsabilités de intendant. Selon des sources proches du palais, son rôle serait pragmatique plutôt que symbolique. Elle contribuerait à établir des normes de gouvernance pour les biens placés sous tutelle et à fédérer les membres de la famille autour d'une approche privilégiant la préservation du patrimoine. La cohésion interne est essentielle. Les tribunaux et les créanciers exploiteront la moindre faille si la famille se montre divisée. L'institution peut maîtriser les paramètres de toute comptabilité publique et limiter les dommages causés par les fuites en proposant une stratégie juridique unifiée. Des échanges juridiques ciblés, des expertises privées et la formalisation des règles de gestion, un processus qui, selon les précédents, prend des mois, devrait intervenir prochainement. Toutefois, à moyen terme, ce désaccord soulève des questions plus profondes relatives aux devoirs aux droits et à la signification de l'héritage royal au XXIe siècle. Ces actifs sont-ils des biens à mobiliser pour régler des problèmes financiers personnels ou un patrimoine familial à utiliser, préserver et transmettre sous certaines conditions? William clarifie sa position par ses interventions. Les priorités absolues sont la gestion responsable et la préservation. Reste à savoir si cette position résistera à l'épreuve du temps face aux créanciers et à la pression publique croissante. La réaction opérationnelle a été rapide et administrative plutôt que spectaculaire depuis que le palais a discrètement renforcé ses mesures de contrôle. Le prince William a chargé les principaux juristes de la famille royale et les administrateurs du patrimoine d'établir des clauses de non-aliénation précises, des responsabilités de gestion exécutoire, une structure de financement définie pour la conservation et la restauration, ainsi que des règles de tutelle officielles pour les legs privés du défunt roi. La capacité de tout bénéficiaire à monétiser des terres ou des objets à valeur patrimoniale est limitée par cette instruction formalisée dans des notes de service juridiques diffusées au sein de la famille royale et transformant les droits d'usage informel en arrangements de type fiducie exécutoire. La distinction constitutionnelle entre les intérêts privés de la reine et les biens de la couronne, ainsi que la jurisprudence, sont invoquées pour justifier ces actions. Suite au décès de la reine Élisabeth, le 8 septembre 2022, la famille royale a respecté une tradition de longue date encadrant strictement la divulgation des testaments royaux. La confidentialité étendue des documents relatifs au patrimoine royal a déjà été approuvée par le pouvoir judiciaire. Cette pratique vise à limiter les spéculations indésirables. Deux éléments s'entremêlent au cœur de cette controverse. Premièrement, 3 catégories d'actifs, un domaine privé non inscrit au patrimoine public, une partie de la collection personnelle de la défunte reine et des comptes financiers à son nom, ont été fréquemment évoqués dans les discussions et les vidéos en ligne. Faute d'inventaire du palais, ces listes se sont étoffées. Par conséquent, au lieu de considérer chaque bien incriminé comme une propriété indépendante mise en vente, l'équipe de William les considère comme potentiellement soumis à des restrictions d'usage. De plus, le prince Édouard est recevable à exiger l'application des volontés du donateur, certains biens gérés par le monarque lui ayant été légués spécifiquement selon un argument juridique plus limité cité par plusieurs médias. Si ce fait est avéré, l'argument en faveur de la nomination d'un tuteur et de l'interdiction de dispositions s'en trouve renforcé. Voici quelques questions concrètes liées à la collecte de fonds.
Balmoral et les autres propriétés privées ne font pas partie du domaine de la couronne. Elles demeurent la propriété privée du souverain et sont traditionnellement administrées par le biais de contrats et d'actes de fiducie. L'exemple de Balmoral, acquis par le prince Albert au XIXe siècle et géré comme un domaine familial privé, illustre pourquoi de nombreuses décisions concernant la résidence et la conservation des biens sont prises par des administrateurs plutôt que par le Parlement. Les grands projets d'entretien et de réparation, en revanche, dépendent souvent de sources de financement bien établies telles que la liste civile et les revenus tirés des véhicules de fonction qui ont généré ces dernières années des recettes nettes de plusieurs dizaines de millions d'euros pour les dépenses officielles. Ces véhicules constituent désormais le principal levier pour tout projet de restauration lié au legs. Les répercussions pratiques et juridiques sont immédiates et délicates pour le prince Harry et Meghan Markle. Si les actifs en question sont protégés par une convention ou distribués à d'autres bénéficiaires, les déclarations publiques et les engagements privés utilisés pour rassurer les créanciers, y compris les prétendues allusions à des successions convertibles, perdent brusquement de leur crédibilité. En attendant la finalisation du régime de tutelle, la possibilité de confisquer ou de forcer la vente des biens familiaux soumis à restriction est fortement limitée, même si les créanciers peuvent toujours exercer des recours contractuels contre le couple. Des sources proches du palais identifient les enjeux politiques liés aux trusts familiaux comme un troisième facteur influençant les décisions relatives à cette procédure. Selon des observateurs attentifs, Sophie a joué un rôle déterminant pour convaincre le prince Édouard d'opter pour une gestion responsable plutôt que pour une liquidation, en insistant sur la continuité institutionnelle au détriment de la liquidité privée. Ce conseil est important car il présente la position d'Édouard comme une acceptation d'une charge fiduciaire héritée plutôt que comme une tentative de s'accaparer les actifs. L'équipe de Williams présente publiquement cette position comme la voie appropriée pour préserver le patrimoine royal. Les prochaines étapes juridiques prévues comprennent à l'établissement d'inventaires officiels avec des avocats et des administrateurs privés, des évaluations indépendantes réalisées par des experts, et c'est la rédaction d'actes de tutelle écrits précisant les budgets d'entretien, les utilisations autorisées et les procédures d'approbation pour toute exploitation commerciale. Les procédures prennent généralement plusieurs mois. Entre-temps, la stratégie de communication déterminera si cet incident relève d'un simple règlement administratif ou s'il constitue la première étape d'une bataille juridique et de réputation plus vaste. Dans cette chorégraphie juridique, les rumeurs ont cédé la place à un travail de documentation approfondi. Les administrateurs, les gestionnaires de patrimoine et les conseillers juridiques reçoivent des inventaires des évaluations et des conditions de garde exécutoire. Tout bien expressément mentionné dans le testament du défunt souverain peut être placé sous tutelle plutôt que d'être considéré comme un bien librement aliénable en raison de la position officielle du prince Édouard, renforcée par son investiture comme duc d'Édimbourg le 10 mars 2023. Le décès de la reine le 8 septembre 2022 et la pratique de longue date de l'organisation en matière d'administration de succession privée constitue le contexte de cette situation. La décision de garder secret le testament du défunt duc d'Édimbourg pendant des décennies crée un précédent en matière de scellement des testaments royaux, conférant au palais une latitude légale pour réglementer leur divulgation selon un calendrier précis. La levée du scellé ou l'inventaire public sont rares et supervisés par les archives conformément aux directives procédurales du pouvoir judiciaire relatives au traitement des documents royaux scellés. Sur le plan opérationnel, l'équipe de William a exigé que toutes les conditions imposées par les legs, telles que celles relatives à la conservation, à l'utilisation non commerciale ou au programme culturel, soient consignées par des experts indépendants et intégrées aux actes de fiducie. Cette méthode confère des obligations juridiques à partir de droits d'usage informel ou de résidence. Des droits de résidence, d'usage et d'exposition peuvent être accordés aux bénéficiaires. Les administrateurs conservent la propriété ou la supervision et tout projet générant des revenus doit être approuvé par de nombreuses parties conformément aux objectifs déclarés du donateur en matière d'éducation, de conservation et de rayonnement culturel. Par ailleurs, le palais s'établit des règles claires de non-aliénation pour certains biens et objets d'importance historique. Les créanciers et les réclamations publiques concernant les Sussex sont immédiatement impactés par ce cadre juridique. La diffusion de vidéos et d'articles faisant état d'une liste d'actifs, un domaine privé en dehors des propriétés publiques de Balmoral et de Sandringham, une partie d'une collection personnelle des comptes d'investissement au nom de la défunte reine, a alimenté les spéculations quant à une possible monétisation de ces actifs pour régler des dettes privées. Bien qu'aucun inventaire officiel du palais n'ait encore confirmé ces listes largement diffusées sur les réseaux sociaux et dans des vidéos commentées, elles ont déjà influencé la correspondance des créanciers et les stratégies contentieuses.
La capacité pratique des créanciers à saisir ou à vendre de force ces biens sera fortement limitée si, comme le soutient actuellement le Conseil du Palais, lors de réunions à huis clos, les actifs concernés sont soumis à des restrictions de garde ou ont été légués spécifiquement au prince Édouard ou à d'autres bénéficiaires nommément désignés sous des conditions restrictives. Les créanciers peuvent exercer des recours contractuels contre les personnes physiques, mais la liquidation des biens immobiliers ou patrimoniaux soumis à des restrictions est un processus complexe et long nécessitant la mise sous tutelle, l'approbation d'un administrateur et un contrôle judiciaire. Les discours publics présentant les biens royaux comme des liquidités disponibles sont contredits par cette réalité juridique. Deux points techniques supplémentaires sont importants. Premièrement, plutôt que de recourir à des cessions ponctuelles, les fonds destinés aux projets de rénovation autorisés et aux projets de conservation urgents sont acheminés par le biais des instruments de revenus royaux existants. Les sources de financement prévues pour les travaux d'entretien et de restauration convenus sont la liste civile et les revenus du duché. Par ailleurs, des cabinets indépendants sont chargés des procédures fiscales et des évaluations afin que toute comptabilité ultérieure, y compris les demandes de renseignements concernant les revenus précédemment attribués par le bureau du roi, fasse l'objet d'un audit rigoureux. L'organisation de Williams adopte désormais une approche résolument managériale vis-à-vis de la famille, limitant la marchandisation, réduisant les polémiques et établissant des directives claires en matière de tutelle. Outre la préservation de son héritage institutionnel, cette position restreint considérablement toute possibilité d'utiliser les biens hérités pour régler des dettes personnelles. Ce nouveau régime de tutelle constitue à la fois un obstacle juridique et un tournant en termes d'image pour les Sussex qui font face à un regain d'intérêt de la part de leurs créanciers suite à leurs déclarations publiques concernant les héritages prévus et les promesses de financement annoncées. Ceci pourrait inciter les créanciers à privilégier les litiges contractuels contre les particuliers plutôt qu'une vente rapide des actifs. Les points clés sont l'enregistrement officiel des actes de tutelle, les évaluations indépendantes, la création d'un registre secret et les actions administratives ultérieures du palais. La question de savoir si cet incident se transformera en une simple correction administrative ou en le premier épisode d'une longue bataille judiciaire mettant à l'épreuve l'unité de la famille dépendra de la rapidité avec laquelle les administrateurs déposeront les documents et du choix du palais de procéder ou non à une divulgation contrôlée pour apaiser les rumeurs. Maintenant que le cadre juridique se met en place, l'attention se déplace de la politique interne vers la stratégie vis-à-vis des créanciers, l'éventuelle transparence comptable, les répercussions prévues et l'évaluation politique du risque d'atteinte à la réputation. Le calendrier et l'ordre probable des événements sont clairement définis et importants. La priorité est donnée aux démarches administratives immédiates. Un inventaire privé et des évaluations indépendantes doivent être réalisés par les administrateurs et le conseiller juridique principal du ménage dans le délai légal standard de planification de 6 à 12 semaines. Chaque bien mentionné dans le testament du défunt souverain sera assorti de son statut de propriété fiducie, pleine propriété ou autre, ainsi que des engagements antérieurs et des limitations spécifiques imposées aux donateurs. Le conseil successoral rédigera des clauses d'interdiction de disposition et des actes de dépôt qui pourront être soumis aux fiduciaires et aux conseillers professionnels accompagnés d'une évaluation. Outre la création d'obligations exécutoires assorties de recours contre les tiers en cas de manquement, injonction et exécution forcée pour outrage au tribunal, ces instruments sont destinés à imposer des obligations contractuelles aux bénéficiaires désignés. Le facteur créancier arrive en second lieu. Deux obstacles se présenteront aux créanciers qui se sont fondés sur des déclarations publiques ou des articles de presse suggérant la conversion des actifs royaux. Le passage direct de la promesse aux bénéficiaires à la réalisation des actifs est juridiquement interrompu par une clause d'inaliénabilité ou un titre de fiduciaire. En pratique, la mise sous tutelle et les mesures de protection du patrimoine accroissent le contrôle judiciaire et les délais de procédure. Autrement dit, si un prêteur souhaite recouvrer son prêt en vendant une maison familiale, un bien patrimonial ou un domaine, il devra composer avec des administrateurs des clauses de consentement et éventuellement une opposition juridique lorsque la préservation du patrimoine culturel sera évoquée. La responsabilité individuelle n'en est pas pour autant écartée. Au lieu de privilégier la conversion rapide des biens du domaine, cette approche oriente les recours des créanciers vers les actions contractuelles contre les saisies-arrêts et l'exécution de garanties personnelles. La question de la responsabilité est abordée en troisième lieu. Les fonctionnaires seront initialement interrogés à huis clos sur les flux de revenus antérieurs et les affectations effectuées à partir des revenus du domaine, car le bureau du roi Charles gère certains de ses biens depuis son accession au trône. Des problèmes de comptabilité rétroactive pourraient en survenir si les revenus provenant d'un groupe de biens ont été comptabilisés comme étant à la disposition du bureau du souverain, puis transférés ou conservés. Un audit officiel sera réalisé.
afin de déterminer si des revenus perçus de bonne foi doivent désormais être réaffectés ou rembourser. Des évaluations indépendantes, des relevés de comptes de fiducie et des avis juridiques seront nécessaires. Selon les résultats, ce processus peut aboutir à un accord négocié entre les membres de la famille afin d'éviter un litige ou à un règlement interne prévoyant une restitution ou un remboursement aux administrateurs d'un bénéficiaire. La dynamique familiale intervient alors en quatrième position. L'intervention de Williams poursuit un objectif à la fois politique et procédural. Elle impose un modèle de gouvernance axé sur la préservation en termes de procédure. Les bénéficiaires en ont la gestion et l'usage. Les administrateurs conservent la supervision et la propriété. Par ailleurs, d'autres acteurs interviennent dans la commercialisation des biens matériels. Le thème central est celui de la continuité institutionnelle et de la discipline politique. Les biens relevant du patrimoine national ne constituent pas un capital destiné à la solvabilité privée. D'après des sources internes, cette position renforce l'autorité pratique de Sophie et place Edward dans le rôle de dépositaire plutôt que de liquidateur, l'amenant à assumer des obligations fiduciaires conformes à la philosophie de préservation de Williams. Cinquièmement, le calendrier et les résultats probables. D'ici quelques mois, les premiers actes de fiducie et les valeurs devraient être disponibles. Dans les semaines suivant toute publication faisant état d'une valeur convertible, il faut s'attendre à recevoir des mises en demeure et des demandes de contrepartie de la part des créanciers. Toute procédure judiciaire formelle sera probablement longue, complexe et dépendra des clauses de l'acte de propriété, du droit des fiducies et des protections patrimoniales. Des mesures correctives comptables internes ou des règlements à l'amiable peuvent être envisagés dans un délai moyen de 3 à 9 mois si l'audit révèle une affectation erronée des revenus. Bien que cela reste envisageable, une famille soucieuse de préserver sa réputation ne souhaiterait pas s'engager dans une longue bataille juridique publique. Enfin, il y a les conséquences sur leur réputation. Les restrictions de garde compliquent les démarches des créanciers d'Harry et Meghan sans pour autant remettre en cause l'idée simpliste selon laquelle un héritage se résume à de l'argent liquide. D'après William et Edward, ce poste offre un cadre de gouvernance comprenant soutien d'administrateur, préservation et usage restreint. Cet épisode met en lumière le conflit entre l'intérêt public pour le patrimoine culturel et les revendications familiales privées sur l'institution. La rapidité avec laquelle les documents des administrateurs seront déposés, la propension du créancier à intenter une action en justice et la volonté de la famille de porter les litiges devant les tribunaux plutôt que de les régler à l'amiable détermineront si l'issue sera un affrontement public ou un règlement à l'amiable discret. Le régime de tutelle du prince William passe désormais de la politique à l'application et ses répercussions modifient déjà les stratégies des créanciers, la communication familiale et les risques juridiques. Les conséquences pratiques sont immédiates. Les administrateurs sont tenus de gérer les legs identifiés comme des droits de gestion plutôt que comme des actifs aliénables. Les bénéficiaires conservent le droit d'usage mais pas de vente. Les créanciers n'ont plus un accès simple à la liquidation de la succession et tout projet commercial doit être approuvé par un comité de gouvernance multipartite. Ce cadre juridique réduit considérablement la valeur marchande à court terme des biens fréquemment cités dans les vidéos sur les réseaux sociaux, même lorsque ces vidéos évoquent leur valeur de conversion. Parallèlement, les équipes du palais établissent un registre administratif officiel. Les conseillers juridiques ont commandé des expertises indépendantes et élaborent des documents de gestion qui recensent les budgets d'entretien, les usages autorisés et les procédures d'approbation. Le modèle de financement est clair. Au lieu de recourir à une monétisation ponctuelle, la conservation planifiée et les réparations urgentes seront financées par la liste civile, les revenus du duché et les sources de financement établies. Outre le fait d'éviter qu'un bénéficiaire ne vende un bien historique pour régler des dettes privées, ce modèle permet également de constituer un registre d'audit justifiant les dépenses en cas de contestation de distribution ou de flux de revenus antérieurs supervisés par le bureau du souverain. Le prochain point litigieux concerne la traçabilité des opérations. Afin de prévenir un contentieux public, les avocats de la famille peuvent négocier des accords d'indemnisation formelle des transferts vers des comptes de fiducie ou des procédures de restitution interne si la comptabilité historique révèle que l'administration du roi a détourné des revenus liés à certains biens. En revanche, si les disparités sont importantes et contestées, des recours juridiques externes peuvent être intentés imposant une reddition de comptes publics des attributions antérieures. Le modèle de tutelle permet à la famille de gagner du temps et de se donner les moyens juridiques de parvenir à une résolution pacifique, mais les deux approches comportent le risque d'une médiatisation prolongée et d'un examen judiciaire approfondi. Les réactions publiques sont partagées. Les partisans de Williams justifient ces actions comme une préservation essentielle du patrimoine culturel du pays. Les critiques les ont perçues comme une tentative de minimiser les dégâts et de saper les prétentions du Sussex. Au sein du foyer des sources, attribuent à Sophie le mérite d'avoir persuadé le prince Édouard d'accepter la tutelle des biens plutôt que d'opter pour une liquidation. La volonté d'Édouard et de ses enfants, notamment Lady Louise,
de gérer les biens convenus sous la supervision d'un administrateur judiciaire témoignent de leur engagement mesuré. Les conséquences sont immédiates pour Meghan Markle et le prince Harry. Toute déclaration publique concernant un héritage convertible imminent est désormais juridiquement contestable et les créanciers doivent désormais privilégier la mise en œuvre de la responsabilité personnelle plutôt que la confiscation des biens. Ce changement influencera la position des parties en litige aux États-Unis et au Royaume-Uni et aura des répercussions sur les créances en cours, notamment les paiements et les promesses évoquées fin avril. La forme que prendra la suite des opérations est évidente, mais la date reste imprévisible. Comptez des semaines pour les inventaires et les actes de propriété privés, des mois pour les dépôts auprès du syndic et les évaluations, et de plusieurs mois à un an pour d'éventuels rapprochements comptables ou règlements négociés. Des questions cruciales demeurent. La famille gérera-t-elle cette situation seule en dissimulant les documents au public ou les créanciers intenteront-ils des poursuites qui révéleront des pratiques établies de longue date? Chaque document déposé et chaque déclaration est surveillé de près par les créanciers et les observateurs de la maison de Windsor. L'application stricte du règlement relatif à la garde des enfants par William a donné un peu de répit à l'institution, mais il reste à voir si ce répit débouchera sur un accord ou un procès. L'enquête sur la maison de Windsor rassemble en un seul endroit des éléments chronologiques, des notes d'avocats divulguées et des extraits de documents sources si vous souhaitez consulter l'ensemble des éléments suspects des créances et du langage juridique employé au sein du palais. Le besoin d'explication du public est actuellement satisfait par des pressions procédurales, ce qui entraînera probablement une série de plusieurs mois d'actes officiels d'évaluation indépendante d'inventaires privés et en dernier recours de requêtes judiciaires si les créanciers insistent. Afin d'empêcher la vente d'actifs historiques pour rembourser des dettes privées, William a soutenu un système de tutelle visant à transformer les rumeurs en réglementation, à convertir les droits d'usage informels en actes de fiducie enregistrés, à garantir des clauses de non-aliénation et à allouer les budgets d'entretien aux sources de revenus permanentes. Ce changement est important à 3 égards interdépendants. Cela modifie en premier lieu les calculs des créanciers, les titres de propriété par un fiduciaire, les droits du curateur et les clauses de non-aliénation constituent des obstacles pratiques et juridiques pour les prêteurs qui comptaient, selon leur dire, sur des successions convertibles. Ils peuvent toujours faire valoir leurs droits contractuels contre des particuliers, mais la possibilité de contraindre directement à la vente d'un bien nommé ou d'un héritage familial est désormais considérablement réduite. Les délais de procédure qui peuvent s'étendre sur plusieurs mois, voire plusieurs années, sont désormais la norme pour ceux qui pensaient qu'une succession pouvait être liquidée en quelques semaines. Par ailleurs, cela implique une reddition de comptes et l'évaluation des éventuelles rémunérations. Les audits internes examineront si la distribution des revenus ou des avantages a abusé du pouvoir discrétionnaire du souverain, notamment du fait de la gestion d'une partie de ses actifs par le bureau du souverain lors de la succession. Afin de prévenir tout litige public, le palais pourrait privilégier les règlements à l'amiable, les transferts à des administrateurs ou les indemnisations en cas de détournement de fonds importants ou de dépenses indues. Il faut s'attendre à des audits rigoureux menés par les cabinets d'avocats et les experts mandatés. Un accord privé est la solution la plus probable pour éviter les procédures judiciaires si les conclusions sont importantes. Troisièmement, cet épisode recèle un symbolisme politique. Williams présente la gestion du patrimoine comme la principale responsabilité d'un héritier. Il s'oppose à la marchandisation de l'institution en exigeant sa préservation, une tutelle et l'approbation de plusieurs parties. Cette perspective remet en question l'idée reçue selon laquelle les biens royaux sont interchangeables avec de l'argent. De plus, cela redéfinit le rôle d'Édouard comme celui d'un dépositaire prêt à assumer des obligations fiduciaires sur des actifs qui lui auraient été mentionnés dans le testament du défunt souverain, plutôt que comme celui d'un créancier cherchant à obtenir des liquidités. Quel sera l'ordre de succession et qui sera le prochain sur la liste, peu d'éléments sont encore vérifiables publiquement. Les dates confirmées, quant à elles, sont évidentes. Le contenu du testament secret reste inconnu malgré le décès de la reine Elisabeth II le 8 septembre 2022, l'investiture du prince Édouard le 10 mars 2023 et le décès du prince Philippe en avril 2021. Bien que ces informations ne soient confirmées qu'après le dépôt des actes officiels par les administrateurs ou la décision du palais quant à une divulgation contrôlée des commentaires et des fuites, indiquent que les bénéficiaires désignés seraient des membres de la famille proche, Édouard, ses enfants, dont Lady Louise, et les bénéficiaires des aides publiques les plus modestes. Cette situation a des conséquences importantes pour Meghan Markle et le prince Harry. Les déclarations publiques et les promesses faites fin avril, y compris les allusions à une aide extérieure, comme le soutien de célébrités telles que Tyler Perry, se heurtent désormais à la réalité juridique. Les engagements médiatiques ne se traduisent de pas
par des ressources immédiatement disponibles lorsque les actifs sont soumis à des conditions spécifiques imposées par les donateurs. Pendant que les administrateurs finalisent les actes de fiducie, les créanciers se tourneront vers des recours personnels et le couple pourrait faire l'objet de nouvelles actions de recouvrement ciblées. Le rôle de Sophie dépasse le simple symbole. Selon des sources internes, c'est elle qui a proposé une approche privilégiant la préservation du patrimoine et qui a persuadé Edward d'accepter une peine de prison plutôt que la liquidation. Par cette décision, il transforme son image publique, passant de celle d'un bienfaiteur passif à celle d'un gestionnaire engagé et offre à William un allié fiable pour défendre un modèle de gouvernance qui privilégie l'héritage à la liquidité. Quelles sont les issues probables? Un règlement à l'amiable est une option. Afin de combler tout déficit sans passer par les tribunaux, les administrateurs et les avocats de la famille s'entendent sur des transferts compensatoires ou des allocations structurées. Une action en justice ciblée est une autre possibilité. Les actions contractuelles intentées par des créanciers contre des personnes entraînent de longues procédures judiciaires susceptibles de révéler des répartitions jusque-là confidentielles. Une bataille judiciaire publique concernant la propriété et les obligations du fiduciaire, plongeant la famille dans une crise de réputation prolongée, est l'éventualité la moins probable mais la plus explosive. Le temps presse. Il faut s'attendre à des évaluations indépendantes et au dépôt de documents par le syndic sur plusieurs mois à un inventaire privé et aux actes initiaux dans un délai de 6 à 12 semaines et à tout audit important ou règlement négocié sur une période de 3 à 9 mois. Si un litige survient, il sera de longue haleine. Pour quiconque suit l'affaire, il s'agit de bien plus qu'un simple désaccord financier. Ce document examine comment une monarchie contemporaine concilie patrimoine public et privilèges familiaux privés. Les règles de tutelle établies par William qui prévoient l'interdiction de disposer des biens, la supervision par un administrateur et le financement de leur préservation visent à consolider une brèche que certains observateurs estimaient que Harry et Meghan espéraient de traverser. Le récit juridique et moral de la monarchie sera façonné pour les années à venir par le respect de ces normes, la conclusion d'accords internes ou la demande de comptes publics formulés par les créanciers. L'enquête complète de la maison de Windsor rassemble le film source, les notes d'avocats divulguées et une chronologie détaillée que vous ne trouverez nulle part ailleurs si vous souhaitez que chaque document extrait et chronologie soit vérifié et qu'il existe une reconstitution minute par minute des allégations par rapport à la vérité juridique.